Bienvenue à Pro Update, le podcast de Bruxelles Environnement qui contient toutes les informations pertinentes pour les professionnels à Bruxelles. Je suis Judith Verbiste et pendant chaque épisode, je m'entretiens avec un expert sur les problèmes et les solutions de la politique environnementale à Bruxelles. Nous discutons de la législation pertinente, nous donnons des astuces et des conseils et nous espérons vous inspirer avec des projets innovants. Aujourd'hui, nous parlons de l'amiante avec Lara Pousset du service des permis d'environnement et Nico Witovrongo, inspecteur amiante à Bruxelles Environnement. Bonjour, bienvenue dans le studio. Hello. L'amiante est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Pourtant, jusqu'au milieu des années 80, c'était un produit largement utilisé dans le secteur de la construction en raison de ses propriétés ignifuges, résistantes à l'abrasion, isolantes et de son prix très bon marché. Bref, on le retrouve dans de nombreux bâtiments bruxellois. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce que l'amiante et quels sont les dangers ? Quelle est la situation à Bruxelles ? Que dit la législation ? Quels sont les objectifs fixés ? Que fait Bruxelles Environnement ? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation ? Nous discuterons des meilleures pratiques et vous donnerons des outils dont vous avez besoin pour commencer à agir. Enfin, nous discuterons de quelques projets intéressants. Tu es prête ? Oui. Bien sûr. Allons-y. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qu'est l'amiante et pourquoi elle est si omniprésente dans les bâtiments ? Oui, donc l'amiante, c'est un minéral naturel composé de fibres microscopiques. Ses propriétés remarquables et son faible coût font que c'est un matériau qui a été très utilisé dans le secteur de la construction, donc notamment résistance au feu, à la chaleur, à la corrosion. C'est un bon isolant thermique, électrique, acoustique. Il a été énormément utilisé avant 1998 dans le secteur de la construction et depuis son utilisation est interdite en Belgique à cause des risques en fait sur la santé. Donc il y a vraiment deux groupes de matériaux amiantés, on va dire selon le degré de risque de libération de fibres, ce qu'on appelle les matériaux friables. Donc là, c'est vraiment quand les fibres d'amiante sont en fait se libèrent facilement et sont faiblement liées à un autre matériau. Donc par exemple, les calorifuges, le flocage, le plafonnage, etc. Et puis on a les matériaux non friables. Donc là, c'est lorsque les fibres d'amiante se libèrent moins facilement parce qu'elles sont mélangées à un autre matériau. Donc typiquement, l'amiante ciment. Donc les plaques ondulées, les ardoises ciment, etc. Et alors, il faut savoir que l'amiante se retrouve dans énormément d'éléments. Donc, il y a des éléments de structure, les toits, les plafonds, etc. Tout ce qui est aussi éléments fonctionnels, donc appui de fenêtre, cheminée, mais aussi des installations techniques, donc les calorifuges, les joints de chaudière, les freins d'ascenseur, etc. Mmh. J'en apprends beaucoup parce que apparemment l'amiante est quand même très présente. Oui, elle est présente dans toutes sortes de bâtiments, donc pas que des bâtiments vraiment de construction, mais aussi des bâtiments, des immeubles de logement, des maisons unifamiliales, même des bâtiments publics, donc tout ce qui est crèche, école. Donc oui, il y a un nombre énorme d'applications qui peut contenir des fibres d'amiante. Et donc c'est extrêmement, en fait, les fibres d'amiante sont très fines et donc peuvent être inhalées et du coup se retrouver en fait dans les poumons et causer des lésions. Il y a vraiment deux grands types, on va dire, de maladies. Il y a tout ce qui est maladie cancéreuse, donc le mésothéliome, qui est le cancer de la plèvre, mais aussi des maladies non cancéreuses, donc la fibrose des poumons, qu'on appelle asbestose, et d'autres types de maladies. Et en fait, ce qui est particulier avec l'amiante, c'est que donc, les premiers symptômes ou signes radiologiques de ces maladies n'apparaissent qu'entre 20 à 40 ans après. Donc, c'est assez compliqué de se rendre compte directement de est-ce qu'on a été exposé à l'amiante ou pas et est-ce qu'on a des conséquences, quoi. Donc, j'entends bien que l'amiante avait à l'époque beaucoup d'avantages et peut-être même encore aujourd'hui, sauf que cet impact sur la santé est tellement grand qu'en fait, c'est surtout du négatif. Oui, c'est surtout du négatif parce que ça a quand même un impact sur la santé non négligeable. Mmh. Et j'entends bien, Lara, que tu disais que l'amiante était utilisée jusqu'en 1998. Est-ce que depuis cette année-là, l'utilisation de l'amiante est interdite ? En Belgique, oui.
Donc c'est interdit. Après voilà, c'est vrai qu'on peut encore retrouver des applications amiantées actuellement parce que il y avait encore, disons, des stocks de matériaux contenant de l'amiante qui ont continué à être utilisés ou présents. Donc voilà, donc c'est vrai que nous on a la date de 1998 un peu comme référence parce qu'il y a une interdiction de production, d'utilisation, etc. Mais c'est pas pour ça que du coup l'amiante ne se retrouve plus nulle part et qu'elle a été totalement éradiquée, disons. Et est-ce que tu pourrais illustrer ceci avec des chiffres? Est-ce que Bruxelles Environnement a des chiffres sur l'amiante, la présence de l'amiante dans la région? Oui, donc on a eu une grosse étude d'inventarisation qui a été faite en 2017, où là, en fait, les conclusions montraient que donc, l'amiante se retrouvait encore dans 80 à 90% des bâtiments bruxellois. Ça pouvait être des bâtiments publics, plutôt des logements, etc. Et donc, une autre conclusion qui était intéressante, c'est que donc, cette étude expliquait que si on continuait à désamianter à la vitesse actuelle, on pourrait atteindre un désamiantage total dans plus ou moins 70 ans. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore du pain sur la planche. Je l'entends, en effet. Comment est-ce qu'on peut enlever l'amiante ou alors laisser enlever l'amiante par une entreprise? Est-ce qu'il y a des procédures qu'il faut respecter? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cela? Oui, donc on va dire que de manière générale, il est primordial en fait de faire réaliser un inventaire amiante en cas de travaux ou qui toucherait à des applications potentiellement amiantées. Et ça, c'est super important pour pouvoir gérer en fait le risque. Il y a en fait un inventaire. Enfin, cet inventaire doit être conforme à l'annexe 1 donc de l'arrêté amiante pour tout ce qui est surface de plus de 500 m² ou si les travaux sont soumis en fait à autorisation préalable. Donc il y a certaines applications où on va dire que c'est assez c'est de notoriété publique qu'on sait qu'il y a de l'amiante dedans. Tout ce qui est plaques ondulées, ardoises en amiante ciment, c'est assez facilement repérable. Mais parfois, il faut faire appel en fait, à un inventoriste qui va venir du coup prendre des échantillons et vérifier la présence d'amiante. Concernant l'enlèvement d'amiante, donc à Bruxelles, il n'y a pas d'obligation d'enlever l'amiante. Sauf si, comme je disais, il y a des travaux qui sont susceptibles de toucher des applications amiantées. Il y a différentes méthodes d'enlèvement de l'amiante en fonction du type d'amiante, friable, non friable, de l'état de l'application, etc. Et alors, donc ces travaux de désamiantage sont soumis à une autorisation préalable qui doit être demandée à Bruxelles Environnement, donc à la division autorisation et partenariat, où là, en fait, donc nous, on reçoit des demandes de permis de désamiantage. On analyse le dossier, on vérifie l'inventaire, puis on se rend sur place pour vérifier en fait le plan de travail, donc la méthode d'enlèvement, les plans, comment est-ce que la société va installer sa zone de travaux, etc. Et puis après, on délivre l'autorisation, donc un permis. Et puis après, il y a le service inspection qui s'occupe de tout ce qui est après permis. Et Nico, tu es inspecteur chez Bruxelles Environnement. Comment est-ce que ça fonctionne dans la vie de tous les jours? Alors en pratique, moi je traite des dossiers amiantes. Ces dossiers, ils me parviennent suite aux permis d'environnement qui sont délivrés par notre service autorisation. Donc l'ARA, par exemple. Voilà, l'ARA, oui. Donc, il y a beaucoup de collègues chez autorisation qui délivrent des permis. Il y en a 400 plus ou moins par an qui sont délivrés. 400 permis pour l'enlèvement d'amiante. Ces permis sont délivrés pour les écoles, pour les bâtiments sociaux, pour les hôpitaux, mais aussi les maisons unifamiliales. Et nous, on fait un tri. Parce qu'on n'est qu'à 2 inspecteurs. Il n'y a pas moyen de tout suivre. Donc on fait un tri sur base du risque d'exposition aux enfants, certainement ceux-là. On fait aussi un tri sur base de l'expertise de celui qui fait les travaux. Donc les nouveaux désamianteurs, ceux-là, ils sont un peu visés plus que les autres.
parce qu'on veut que tous les travaux sont faits de même qualité et suivant nos conditions. Nico, j'imagine que toi, en tant qu'inspecteur, tu dois aussi faire des contrôles. Est-ce que parfois, du coup, il y a des conséquences pour le non-respect de la législation ? Bien sûr. Donc, notre travail consiste à contrôler si toutes les conditions du permis d'environnement sont respectées. Mais on regarde aussi les autres législations. L'ordonnance déchets doit être respectée aussi. On va sur place, on contrôle le chantier, on regarde s'il n'y a pas d'autres applications d'amiante présentes qui n'étaient pas vues avant les travaux. Après les travaux, on doit recevoir les documents de transport, les preuves de tests fumigènes, les mesures d'air, les mesures de eau. Donc on regarde toutes les analyses et tous les documents et on vérifie si les déchets sont bien évacués où il faut. Donc c'est un peu notre travail de faire cette inspection. Alors si on constate qu'il y a des infractions, on a des différents moyens d'intervenir. Le plus simple, c'est juste un avertissement. Quand il y a des infractions plus graves, on pense déjà à faire une mise en demeure. Et les grandes infractions, c'est directement un procès verbal d'infraction. Ok, ouais. Alors, si on découvre qu'il y a vraiment un danger imminent, on peut aussi faire un arrêt de chantier. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'il y a trop de risques de dispersion de fibres dans l'environnement. C'est notre job de faire protéger l'environnement et aussi les personnes à l'extérieur du site. Si en fait l'amiante n'est pas enlevée, on va dire, dans les règles de l'art, il y a, comme on disait, une grosse conséquence sur la santé, que ce soit pour les travailleurs qui sont sur site ou pour le public, de manière générale. Après, il y a aussi donc une conséquence pour l'environnement. Donc ça peut être des pollutions de l'eau avec des fibres d'amiante. Et il y a aussi une grosse problématique des déchets. L'amiante est considéré comme un déchet dangereux et doit donc être transporté et mis en décharge, dans des décharges spécialisées. Et on a encore beaucoup de dépôts sauvages de déchets qui sont extrêmement néfastes pour l'environnement. Et du coup, tout ceci s'inscrit aussi dans un cadre législatif ? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a deux grosses législations, on va dire. Il y a la législation fédérale. Donc là, c'est vraiment plutôt pour la protection des travailleurs. Donc ça, c'est le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale qui suit en fait le Code du bien-être au travail. Et alors, il y a la législation régionale, donc sur laquelle Bruxelles Environnement se base. Et donc là, c'est vraiment plus la protection de l'environnement. Et voilà, on a un arrêté, en fait, il y a eu un arrêté en 2001 qui a été modifié en 2008 et qui reprend vraiment toutes les conditions des chantiers de désamiantage et toutes les règles et les procédures à respecter. Et comment est-ce que ce désamiantage se met en pratique ? Donc on fait une demande de permis. Dès que le désamianteur a reçu son permis, soit le titulaire du permis, ça peut être l'entreprise générale ou soit le propriétaire. Celui qui est titulaire du permis, en principe, lui, il doit nous envoyer une notification de début de chantier. Et ceci 15 jours avant de commencer les travaux. C'est une obligation qui est aussi là pour l'SPF Emploi-Travail et concentration sociale. Dès qu'ils font un test fumigène, quand il y a une zone confinée à réaliser, on doit recevoir ce test aussi. Une copie du test avec des photos qui montrent bien qu'ils ont fait une zone confinée et réalisé une plastification de toutes les applications qui ne sont pas à enlever. Donc Bruxelles Environnement suit vraiment les dossiers de A à Z. Voilà, oui. Donc, pas seulement pendant les travaux, pas souvent,
avant. On peut y avoir une réunion avant le chantier aussi, mais ça c'est plutôt plus rare. Mais donc après le chantier, les désamianteurs doivent envoyer tous les documents en disant les 3 mois après le chantier. Et ces documents-là, ils sont vérifiés aussi. Ok, intéressant. Je peux m'imaginer qu'il est parfois difficile d'y voir clairement, parce que j'entends beaucoup d'informations. Est-ce que Bruxelles Environnement offre une forme de support aux entreprises ? Oui, donc déjà on a énormément d'infos disponibles sur notre site internet, sur le site internet de Bruxelles Environnement. À côté de ça, on a une adresse mail un peu générique vers laquelle le public, les professionnels, enfin tous ceux qui le désirent peuvent nous envoyer un mail. Donc ça c'est permit_asbest@environnement.brussels. Et alors à côté de ça, on est quand même souvent sur le terrain, donc c'est vrai qu'on peut très, très facilement répondre aux questions de professionnels, de public, etc. Nico, j'entends l'exemple du Sheraton, du BTC. Pourquoi est-ce que ces exemples sont si intéressants ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, les grandes constructions, certainement ceux qui sont assez hautes, plus que 25 mètres d'auteur, ils étaient construits d'une autre manière. Si on regarde la protection contre l'incendie. Donc il y a eu l'incendie de l'innovation et depuis là les règles ont été un peu plus sévères pour les constructions des grands immeubles. Donc l'utilisation d'amiante friable comme le flocage a été introduite beaucoup plus qu'avant. Alors l'enlèvement de flocage doit se faire en zone confinée afin d'éviter toute dispersion de fibres dans l'environnement. Le flocage, on le trouve plutôt dans les bâtiments de ce type. Donc on ne va jamais trouver du flocage dans une maison privée, j'espère pas, en tout cas. Mais ça peut être retrouvé dans les hôpitaux et dans les grandes salles de cinéma et dans les hôtels. Donc dans des grands bâtiments, des grandes constructions qui accueillent beaucoup de gens. Oui. Une autre raison pourquoi on suit les grands bâtiments, c'est parce que la durée. C'est des chantiers qui durent plusieurs mois, même plus que plusieurs années. Donc c'est des chantiers de grande importance où l'inspection peut intervenir plus que dans un petit chantier qui dure que 3 jours. Oui, donc plus le chantier est grand et plus le bâtiment est grand, c'est logique que Bruxelles Environnement et donc les inspecteurs font un suivi plus régulier, car le risque est plus élevé. Voilà, oui. Donc super important ce suivi fait par Bruxelles Environnement. C'est très clair, Nico. Merci beaucoup. Voici l'épisode de Pro Update de Bruxelles Environnement consacré à la législation sur l'amiante. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Je suis Judith Verbist et j'ai parlé avec Lara Pousset et Nico Bittevrongo. Merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'amiante et sur la manière de la faire éliminer en toute sécurité, n'hésitez pas à consulter le site web de Bruxelles Environnement. Vous pouvez joindre notre service amiante à l'adresse suivante permit_asbest@environnement.brussels. À bientôt!